Globe présente Fille, femme, autre de Bernardine Evaristo. Amma. Amma suit à pied la promenade longeant le fleuve qui coupe sa ville en deux. Quelques péniches matinales s'y croisent lentement. À sa gauche, le pont passerelle piétonnier avec ses pylônes qui ressemblent à des mâts de voilier. À sa droite, la courbe que décrit la rivière vers l'est, après avoir dépassé Waterloo Bridge, en direction du dôme de Saint-Paul. Elle sent que le soleil commence à se lever. L'air est encore respirable, tant que la chaleur et les gaz ne congestionnent pas la ville. Plus loin, sur la promenade, un violoniste joue un air revigorant, exactement ce dont elle a besoin. Ce soir, c'est la première de la pièce d'Amma, la dernière Amazone du Dahomey, au National Theatre. Elle repense à ses débuts au théâtre, quand elle et sa compagne d'alors, Dominique, se bâtissaient une réputation en interrompant les spectacles qui offensaient leur sensibilité politique. Leur voix puissante d'actrices aguerries jaillissait du fond des loges, après quoi elle s'enfuyait vite fait. Elle croyait aux protestations publiques, perturbatrices, déclenchant la fureur des gens de l'autre bord. Elle se rappelle avoir vidé une pinte de bière sur la tête d'un metteur en scène qui représentait des femmes noires à demi nues, courant sur la scène comme des débiles, puis s'être débinée dans les ruelles de Hammersmith en braillant. Ensuite, pendant des décennies, Amma a vécu en marge, rebelle balançant des grenades sur cet establishment qui la rejetait. Jusqu'au jour où le courant dominant se mit à absorber ce qui passait avant pour de l'extrémisme et où elle se découvrit avide d'en faire partie. Ce qui ne se réalisa que lorsqu'il y a 3 ans, pour la première fois, une femme fut nommée directrice artistique du National Theatre. Après avoir encaissé tant de refus polis de la part des prédécesseurs, Amma reçut un coup de fil juste après le petit déjeuner un lundi matin, alors que sa vie s'annonçait vide de tout, si ce n'est de séries télévisées. « J'adore le texte, je dois le monter. Voudrez-vous le mettre en scène ? Je sais que je vous prends au dépourvu, mais êtes-vous libre pour un café cette semaine ?» Amma avale une gorgée de son americano, enrichi de sa dose habituelle de remontant, tout en continuant sa marche vers le centre d'art brutaliste. Le bâtiment bunker de béton gris qu'on essaie, du moins en ce moment, d'éclaircir avec des effets lumineux, et l'endroit s'est acquis une réputation de progressisme plutôt que de traditionnalisme. Voici des années, elle s'attendait à se faire expulser dès qu'elle oserait en franchir les portes. C'était l'époque où les gens se mettaient sur leur 31 pour aller au théâtre et jetaient un regard méprisant sur ceux qui ne s'habillaient pas convenablement. Elle veut que les gens s'intéressent à ses pièces. Elle se fiche de ce qu'ils se mettent sur le dos. Elle conserve son style je m'en tape, qui a évolué, c'est vrai. Fini la salopette en jean, le béret de Che Guevara, le foulard en référence à l'OLP et l'éternel badge de 2 symboles féminins accouplés. Tu devrais avoir plutôt le cœur sur la main, ma vieille. Maintenant, elle porte des baskets argentées ou dorées en hiver, des Birkenstock anti-chute en été. L'hiver, des pantalons noirs, amples ou serrés, ça dépend si elle fait du 40 ou du 42 cette semaine-là. Une taille de moins pour le haut. L'été, des sarouels qui s'arrêtent juste sous le genou. L'hiver, des chemises de couleurs vives, des pulls, des vestes, des manteaux asymétriques. Toute l'année, ces dreadlocks oxygénés, entraînés à se dresser comme des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Des créoles en argent, de gros bracelets africains et du rouge à lèvres rose sont l'affirmation de son style éternellement vivace. Yaz lui a récemment affirmé « Tu ressembles à une vieille cinglée, Mum ». Elle la supplie d'aller chez Marks & Spencer, comme toutes les mères normales, refuse de se faire remarquer marchant à côté d'elle dans la rue. Yaz sait très bien qu'Amma sera toujours tout, sauf normale, qu'elle est dans la 50aine et donc pas encore vieille, mais essayez de dire ça à une fille de 19 ans. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi avoir honte de vieillir, notamment quand toute la race humaine est concernée. Même si parfois elle semble être la seule parmi ses amies à vouloir fêter les années qui passent. Parce que c'est un tel privilège de ne pas mourir prématurément, leur dit-elle, tandis que la nuit se prolonge autour de la table de la cuisine, dans sa douillette petite maison de Brixton. Qu'elle se plonge dans les plats que chacune a apportés, ragoût de pois chiches, poulet sauté, salade grecque, curry de lentilles, légumes sautés, tagine d'agneau, riz au safran, salade de betterave et de choux frisés, quinoa jollof et pâtes sans gluten pour les vraies enquiquineuses.
qu'elle se verse des verres de vin, de vodka, moins calorique, ou d'une boisson meilleure pour le foie si leur médecin le leur ordonne. Elle espère qu'elles vont approuver sa décision de ne pas se joindre au troupeau des quinquagéniardes, au lieu de quoi elle a droit à des sourires perplexes. Que fais-tu des crises d'arthrite, des pertes de mémoire et des bouffées de chaleur? Amma passe devant la jeune musicienne des rues, adresse un sourire encourageant à la fille, qui le lui rend, pêche quelques pièces dans sa poche et les pose dans l'étui à violon. Elle n'a pas encore renoncé aux cigarettes, alors elle s'adosse au mur de la berge et en allume une tout en s'en voulant de sa faiblesse. Sa génération a été inondée de pubs pour les cigarettes, qui les ferait paraître adultes, séduisantes, puissantes, intelligentes, désirables et surtout tellement cool. Personne ne leur disait qu'en réalité, elle les ferait mourir. Elle observe le fleuve, elle sent la fumée descendre dans son œsophage et calmer ses nerfs, alors qu'elle s'efforce de lutter contre l'afflux d'adrénaline dû à la caféine. 40 années de première, et elle a toujours la trouille. Et si elle se faisait éreinter par la critique, rejetée par la majorité des articles, une seule étoile, à quoi pense donc le National Theatre en accueillant cette débile, cette usurpatrice? Bien sûr, elle sait qu'elle n'est pas une usurpatrice. Elle a écrit 15 pièces et en a mis en scène plus de 40. Comme un critique l'a écrit un jour, Amma Bonsu est une ouvrière fiable qui sait éviter les dangers. Et si le public des avant-premières ne la gratifiait de standing ovations que par gentillesse? Ah, la ferme, Amma. Tu es une vieille combattante, tu t'en souviens? Regarde. Une distribution fantastique. 6 actrices chevronnées qui en ont vu d'autres. 6 en milieu de carrière, survivantes pour le moment. Et 3 nouveaux visages, naïfs et pleins d'espoir, dont l'un, la talentueuse Simone, débarquera les yeux larmoyants aux répétitions. Elle aura oublié de débrancher le fer à repasser, d'éteindre le radiateur ou de fermer la fenêtre de sa chambre, et gâchera un temps précieux en coups de fil paniqués à ses colocs. Il y a quelques mois, elle aurait vendu sa grand-mère comme esclave pour obtenir ce rôle. Maintenant, c'est une petite prima donna gâtée qui, il y a 2 semaines, a ordonné à sa metteuse en scène d'aller lui chercher un lait caramel alors qu'elles se trouvaient toutes les deux seules en train de répéter. « Je suis si fatiguée », geignait-elle, sous-entendant que c'était la faute d'Amma qui la faisait travailler trop dur. Inutile de le dire, Amma a réglé le problème de la petite Miss Simone Stevenson sur le champ. La petite Miss Stevenson, qui croit que du fait d'avoir atterri au National, juste en sortant de l'école d'art dramatique, elle est à un pas de conquérir Hollywood. La désillusion viendra, bien assez tôt. Parfois, comme maintenant, Amma pleure l'absence de Dominique, qui a filé en Amérique il y a longtemps. Elles devraient savourer ensemble ce moment décisif de sa carrière. Elles se sont rencontrées dans les années 80, à l'occasion d'une audition pour un long métrage dont l'action se situait dans une prison de femmes, évidemment. Toutes les deux en avaient assez de se voir destinées au rôle d'esclaves, servantes, prostituées, nounous ou criminelles, sans jamais obtenir le job. Elles injuriaient le sort dans un café cradingue de Soho, tout en dévorant des œufs au bacon entre 2 grosses tranches de pain blanc ramolli qu'elles faisaient descendre à l'aide de thé corsé en compagnie des travailleuses du sexe qui bossaient dans les rues alentours. Longtemps avant que Soho soit devenu un quartier gai branché. « Regarde-moi », disait Dominique. Et Amma regardait et ne voyait effectivement rien en elle de servile, de maternelle ou de criminelle. Dominique était ultra cool, absolument superbe, plus grande que la plupart des femmes, plus mince que la plupart des femmes, avec des pommettes sculptées et des yeux de braise aux épais cils noirs qui jetaient une ombre sur le visage. Vêtue de cuir, les cheveux courts à l'exception d'une frange noire sur le côté, elle circulait en ville sur une vieille bécane de livreur qu'elle attachait dehors. « Il ne voit pas que je suis une déesse vivante ?» hurlait-elle à renfort de gestes ostentatoires, frange balayée d'une chiquenaude, pose sensuelle. Toutes les têtes se retournaient. Amma était plus petite, hanches et cuisses africaines. « Parfait matériau pour fille esclave », avait noté un metteur en scène devant qui elle passait une audition pour une pièce sur l'émancipation, sur quoi elle avait quitté la salle. Dominique, à son tour, avait eu affaire à un directeur de casting, l'accusant de lui faire perdre son temps en briguant un rôle dans un drame victorien. À cette époque, il n'y avait pas de Noirs en Grande-Bretagne. Elle rétorqua qu'il y en avait, le traita d'ignorant et quitta elle aussi la salle. Mais en claquant la porte,
Amma comprit qu'elle avait trouvé une âme sœur géniale, avec qui envoyer tout le monde se faire foutre. Et que lorsque ça se saurait, elle deviendrait pratiquement inemployable. Elles poursuivirent la conversation dans un pub copieusement arrosé de vin. Dominique était née à Bristol, dans le quartier Saint-Paul, d'une mère afro-guyanienne, Cecilia, dont la lignée remontait à l'époque de l'esclavage, et d'un père indo-guyanien, Wintley, dont les ancêtres travaillaient en servage à Calcutta. L'aîné de 10 enfants, l'air plus noir qu'asiatique, et identifié comme tel, d'autant que leur père se rattachait à des Afro-Caribéens avec lesquels il avait grandi et non à des Indiens fraîchement débarqués d'Inde. Dominique avait deviné vers quoi la portait sa sexualité dès la puberté, avait sagement gardé ça pour elle, pas très sûre de la façon dont ses amis et sa famille réagiraient, ne voulant pas être un paria de la société. Elle essaya les garçons quelquefois. Ça leur plaisait. Elle supportait. À l'âge de 16 ans, souhaitant devenir actrice, elle partit pour Londres, où les gens proclamaient fièrement sur des badges leur identité d'outsiders. Elle dormit à la dure sous les arches de Victoria Embankment et sur le seuil de boutiques le long du Strand. Fut interviewée par une association d'aide au logement pour les Noirs, à qui elle prétendit avoir fui un père qui la battait. Ce qui n'impressionna pas le fonctionnaire jamaïcain. « Alors comme ça, il te battait ?» Dominique passa au cran supérieur et accusa son père d'abus sexuels, fut accueillie en urgence dans un foyer. 18 mois plus tard, à l'issue de coups de téléphone hebdomadaires larmoyants au bureau de l'association, on lui octroya une pièce dans un petit immeuble des années 50 de Bloomsbury. « J'ai fait ce qu'il fallait pour trouver un toit », raconta-t-elle à Amma. « Ce n'est pas ce dont je suis le plus fière, je l'admets, mais je n'ai fait de mal à personne puisque mon père ne le saura jamais. » Elle se donna pour mission d'étudier l'histoire des Noirs, la culture, la politique, le féminisme, découvrit les librairies alternatives de Londres. Entra dans celle d'Islington, Sister Wright, où elle constata que chaque auteur de chaque livre était une femme, et y flâna pendant des heures. Ne pouvant s'en payer aucun, elle lut debout, semaine après semaine, l'intégralité de Home Girls, A Black Feminist Anthology, et tous les ouvrages d'Audre Lorde qui lui tombaient entre les mains. Les vendeuses ne semblaient pas s'en formaliser. Quand je fus acceptée dans une école d'art dramatique très orthodoxe à Ma, j'étais déjà politisée et je contestais tout ce qu'il disait. L'unique personne de couleur de l'école. Elle voulait savoir pourquoi les rôles masculins chez Shakespeare ne pouvaient pas être joués par des femmes, et je vous épargne les problèmes de casting transracial, hurlait-elle au professeur, tandis que les autres étudiants, y compris les femmes, gardaient le silence. Je me suis rendu compte que je ne pouvais compter que sur moi. Le lendemain, le directeur de l'école m'a prise à part. « Tu es ici pour devenir actrice, pas politicienne. Si tu continues de semer le trouble, tu devras partir. Tu es prévenue, Dominique. » « Ne m'en parle pas, » répliqua Amma. « Tu la fermes ou tu dégages, c'est ça ?» Moi, mon esprit combatif, je l'ai hérité de mon papa, Kwabena, un journaliste qui faisait campagne pour l'indépendance du Ghana. Quand il a appris qu'il allait être arrêté pour sédition, il a filé et débarqué ici, où il a fini employé des chemins de fer. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mum, à la gare de London Bridge. Il contrôlait les billets à la sortie, elle travaillait dans les bureaux au-dessus du hall. Il a fait en sorte d'être celui qui lui prenait son billet, elle a fait en sorte d'être la dernière personne à quitter le train afin d'échanger quelques mots avec lui. Mum, Hélène, est une métisse, née en Écosse en 1935. Son père était un Nigérian qui a disparu aussitôt après avoir fini ses études à l'université d'Aberdeen, sans un mot d'adieu. Des années après, ma grand-mère a découvert qu'il était retourné auprès de sa femme et de ses enfants au Nigeria. Elle ne savait même pas qu'il était marié. Mum n'était pas la seule métisse d'Aberdeen dans les années 30 et 40, mais elle était assez exceptionnelle pour qu'on le lui fasse sentir. Elle a quitté l'école très tôt, a étudié le secrétariat, est arrivée à Londres à l'époque où la ville se peuplait de garçons africains venant étudier ou travailler. Mum allait danser, fréquentait leur club de Soho. Ils aimaient sa peau claire et ses cheveux longs. Elle dit qu'elle se sentait laide. Il a fallu que des garçons africains lui affirment le contraire. Tu aurais dû la voir à l'époque. Un croisement de Lena Horne et Dorothy Dandridge. Ouais, vachement laide. Pour leur première sortie, Mum espérait aller voir un film et danser dans un de ses endroits favoris, le Club Afrique, ici à Soho. Elle avait fait plein d'allusions. Elle aimait la musique high life et le jazz ouest-africain.
Au lieu de quoi, il l'emmena à l'une de ses réunions socialistes dans l'arrière-salle d'un pub d'Elephant and Castle, où des hommes sifflaient des bières, tout en parlant d'indépendance. Elle jouait les intéressés, impressionnée par l'intelligence de ce garçon. Lui, ce qui l'impressionnait, si tu veux mon avis, c'était sa soumission silencieuse. Ils se sont mariés et se sont installés à Peckham. J'étais leur dernier enfant et unique fille, continua Amma, ajoutant la fumée de sa cigarette à celle de la pièce déjà saturée. Mes 3 frères sont devenus l'un médecin, les 2 autres avocats. Ils remplissaient ainsi les attentes de notre père, ce qui signifiait qu'ils ne me mettaient pas la pression pour que je suive leurs traces. Sa seule préoccupation en ce qui me concerne, c'est le mariage et les enfants. Il pense que ma carrière n'est qu'un hobby qui disparaîtra quand j'aurai les 2. Papa est un socialiste qui veut que la révolution améliore le sort des hommes, au sens littéral. Je dis toujours à Mum qu'elle a épousé un patriarche. « Regarde les choses autrement, Amma, » me répond-elle. « Ton père est né homme au Ghana dans les années 20, et toi femme à Londres dans les années 60. Et alors ? Tu ne peux pas attendre de lui qu'il te pige, comme tu dis. Je lui répète qu'elle fait l'apologie du patriarcat et se rend complice d'un système qui oppresse les femmes. Elle répond que les êtres humains sont complexes. Je lui dis de ne pas le prendre de haut. Mum a travaillé 8 heures par jour comme salarié, a élevé 4 enfants, tenu son foyer, veillant à ce que le dîner du patriarche soit sur la table tous les soirs et ses chemises repassées tous les matins. Pendant ce temps, il était dehors en train de sauver le monde. Sa seule tâche ménagère consistant à acheter la viande du déjeuner du dimanche chez le boucher. Variation banlieusarde du chasseur-cueilleur. Je vois bien que Mum est insatisfaite, maintenant que nous avons tous quitté la maison, parce qu'elle passe son temps à la nettoyer et à la redécorer. Elle ne s'est jamais plainte de son sort, ne s'est jamais disputée avec lui, signe évident qu'elle est opprimée. Elle m'a confié qu'elle essayait de lui tenir la main au début de leur mariage, mais qu'il la retirait, disant que les marques d'affection c'était du chiquet typiquement anglais. Elle n'a jamais recommencé. Pourtant, chaque année, il achète la carte de la Saint-Valentin la plus cucu que tu puisses imaginer, et il adore la musique country sentimentale. Les dimanches soirs, il s'assoit dans la cuisine pour écouter les albums de Jim Reeves et de Charlie Pride. Un verre de whisky dans une main, de l'autre, il essuie ses yeux pleins de larmes. Papa vit pour les réunions électorales, les manifs, les piquets de grève devant le Parlement et la vente du Socialist Worker sur le marché de Lewisham. J'ai grandi en écoutant ses sermons à la table du dîner sur les méfaits du capitalisme et du colonialisme et les bienfaits du socialisme. C'était son pupitre de prêcheur et nous étions sa congrégation captive. Comme si nous étions littéralement nourris de force par ses discours. Il aurait probablement été un personnage important du Ghana s'il y était retourné après l'indépendance. Au lieu de quoi, il a été le président à vie de notre famille. Il ne sait pas que je suis Gwyn. Bien sûr que non, tu rigoles. Mum m'a demandé de ne pas le lui dire. C'était déjà assez dur qu'elle le sache. Elle l'avait soupçonné quand les filles étaient dingues de jupes droites serrées et de permanentes bouclées, et que j'avais commencé à porter des Levi's d'homme. Elle est sûre que c'est une phase, et je lui revaudrai ça quand j'aurai 40 ans. Papa n'a pas de temps à perdre avec des histoires de tantouses et rigole des plaisanteries homophobes que les comédiens font à la télé le samedi soir, quand ils n'insultent pas leur belle-mère ou les Noirs. Amma raconta qu'elle avait rejoint son premier groupe de femmes noires à Brixton pendant sa dernière année d'école. Elle avait vu un prospectus à la bibliothèque du quartier. La femme qui lui avait ouvert la porte, Elaine, était auréolée d'une coiffure afro. On devinait ses membres déliés sous le jean bleu clair et la chemise en dénime ultra serrée. Amma la désira au premier coup d'œil. Elle la suivit dans la salle principale, où des femmes étaient installées sur des canapés, des chaises, des coussins, ou par terre, jambes croisées, buvant du café ou du cidre. Elle accepta fébrilement les cigarettes qui circulaient à la ronde, assise par terre, appuyant un fauteuil au tweed malmené par les chats, sentant la chaleur de la jambe d'Elaine contre son bras. Elle les écouta débattre de ce que signifiait être une femme noire, ce que signifiait être féministe quand les organisations féministes blanches vous faisaient sentir que vous n'étiez pas la bienvenue. Ce qu'elles éprouvaient quand elles se faisaient traiter de négresses ou tabassées par des crapules racistes. Ce qu'elles ressentaient en voyant des hommes blancs leur tenir la porte ou céder leur siège dans les transports publics à des femmes blanches, acte sexiste, mais pas à elles, acte raciste. Amma pouvait se reconnaître dans ce qu'elle racontait. Elle se joignit au cœur. « Nous t'écoutons, sister. Nous sommes toutes passées par là, sister. »
Elle avait l'impression d'émerger du froid. À la fin de cette première soirée, les autres femmes s'en allèrent et Amma proposa de rester pour aider Elaine à laver les tasses et les cendriers. Elles firent l'amour sur l'un des canapés défoncés, à la lueur d'un réverbère et au hurlement des sirènes de police. Ce fut l'impression la plus proche qu'elle eût connue de se baiser soi-même. Ce fut une autre façon de se sentir pleinement soi. Quand elle arriva à la réunion la semaine d'après, Elaine plottait une autre femme et la snoba complètement. Elle n'y remit plus jamais les pieds. Amma et Dominique restèrent au pub jusqu'à ce qu'on les flanque à la porte, échafaudant l'avenir à coups de verre de vin. Elles décidèrent qu'il leur fallait monter leur propre compagnie théâtrale si elles voulaient faire une carrière d'actrice, n'étant ni l'une ni l'autre prêtes à trahir leurs idées politiques pour trouver un job. Et pas davantage à se taire. Ça semblait la voie évidente à suivre. Elles griffonnaient des noms sur des feuilles de PQ fauchées dans les toilettes publiques. La compagnie théâtrale des femmes du Bush leur parut l'appellation se rapprochant le plus de ce qu'étaient leurs intentions. Elles feraient entendre une voix sur la scène théâtrale où régnait le silence. Des histoires de femmes noires et asiatiques. Elles fonderaient un théâtre à leur façon. Cela devint la devise de la compagnie. À notre façon ou rien.